Il est 17h et vous écoutez Binge en Air. Donc là, l'extrait, bim bam boum. Je suis une journaliste en carton. Moi, ça m'énerve tous ces joints que je suis obligé d'acheter. On peut faire un générique de ça? Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous. Bienvenue à vous qui nous écoutez, chers auditeurs, sur binge.audio. Vous pouvez réagir et poser vos questions en direct sur la plateforme Twitch. On est en direct pour 24 heures. Ça va être complètement fou cette journée. Salut Sophie-Marie Laroui. Bonjour. Salut Thomas Rozek. Salut Victoire. C'est beaucoup moins expansif que Sophie Marie, mais c'est à l'image de nos personnalités. T'en gardes sous le pied. Exactement. On a donc eu cette idée géniale. On va prendre tous nos podcasts, on va les mettre les uns derrière les autres en direct. On les sépare par des top horaires. Là-dedans, on met de la musique, on fait des journaux et une matinale. Et donc ça s'appelle Binge en Air. Ça va durer toute la journée, toute la nuit, jusqu'à demain, 17h. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu pour cette journée ? Moi, dans quelques minutes, je vais vous raconter ce qu'on va faire dans la nouvelle saison des Couilles sur la table, le podcast que je présente sur les hommes, la virilité et la masculinité depuis 2 ans, d'un point de vue féministe. Sophie-Marie Laroui, toi, tu nous invites sous ta couette dès 6h demain matin. Quel est le projet ? En fait, je suis partie d'un constat simple. J'ai fait un ratio et je me suis dit, je ne pourrais pas rencontrer tout le monde. Donc, du coup, je fais venir le monde à moi pour une petite heure de délire, parce que je crois qu'on adore tous délirer. Des délirman. Des déliros même, tu vois. Des déliros, Donc, demain, de 6h à 7h, on va rigoler, discuter, se réveiller. Moi, je ne suis pas à l'abri de me faire une petite tartoche avec du fromage grillé fondu, parce que j'adore ça. Et voilà. Et après, il y a une matinale. Tout à fait. Une matinale co-animée par Sophie Marie et moi-même. Ouais. On va essayer de faire un subtil mélange de nos deux personnalités, c'est-à-dire la joie et le rayonnement de Sophie Marie et la froideur glaciale de l'information que j'incarne dans cette auguste maison. Pour moi, ça va être une île flottante. Je pense, ouais. Mais une bonne île flottante. Mais une bonne île flottante. Pas une île flottante du Cora au Cerf, quoi. Non, celle du flunch, celle qui fait plaisir. Putain, c'est bon le flunch. Ouais, c'est vrai. Ok, pendant 24 heures, on va aussi présenter les nouveautés de cette saison, les nouveaux podcasts. Toi, Sophie-Marie, tu nous sors une bombe. C'est un nouveau podcast diffusé en exclusivité sur Spotify. Et ça s'appelle « On est chez nous ». C'est pas un peu tendancieux comme titre ? Bah, en fait, la France au rap français, tu vois ce que je veux dire ? À un moment donné, il faut se réapproprier les codes et j'espère que ça vous plaira. J'ai pas trop envie de pitcher parce que j'ai envie que les gens se fassent des idées, comme quand Kanye West il sort un album, tu vois, il dit juste « je vais sortir un album, be prepared ». Tu vois. Ok, moi j'ai écouté et je peux dire que c'est génial. Ça Et s'appelle « On est chez nous ». Moi, si Victoire, elle me valide, je pense que voilà, c'est bon. ça vaut... On vous diffuse le premier épisode demain à 9h du matin. Exactement, après notre matinale. Tout à fait. Ensuite, comme autre nouveauté de cette saison à vous présenter, on va vous présenter Tarab. C'est un podcast sur les cultures arabes en France. Ce sera toutes les 2 semaines et c'est présenté par Leïla Israr. On va répondre à des questions comme pourquoi dans le cinéma français, l'arabe c'est toujours un voyou ou un terroriste ? Pourquoi la langue arabe est-ce que la langue arabe est aussi uniforme qu'on l'imagine ? Et pourquoi la danse orientale est une obsession occidentale ? On aura aussi un podcast qui va s'appeler « Parler comme jamais ». Oui, qui, comme son nom l'indique, va nous faire parler du français concrètement. C'est Laïla Véron, qui est autrice d'un super bouquin qui est paru l'année dernière, qui s'appelle « Le français est à nous », qui va en gros faire ce qu'on aime tellement faire ici à Binge Audio, c'est de la déconstruction, c'est-à-dire qu'elle va prendre à peu près tous les clichés, tous les idées reçues qu'on peut avoir autour de la langue et qu'elle va les décortiquer avec des invités. Donc il va y avoir évidemment une démarche scientifique mais assez pédagogique, assez ludique, assez fun, mais qui a pour but de parler de tout ce qu'on dit quand on parle. Je ne sais pas si c'est très correctement avancé. C'est-à-dire que dans le langage, il y a de l'interaction sociale, il y a du ressenti affectif, il y a des choix, il y a de la politique, même beaucoup. Et c'est tout ça qu'elle va creuser avec ses invités. Donc ce sera à la fois très intelligent et très ludique, comme la plupart des choses qu'on fait ici, même l'ensemble des choses qu'on fait ici. On a un podcast qui va s'appeler « À la recherche de Jeanne ». Oui, alors ça, c'est Zazie Tavitian qui va le proposer, qui a déjà le meilleur nom ever, donc pour moi, c'est gagné. En fait, Zazie, je vous la fais simple, comme si on était un déjeuner le dimanche en famille, ok ? Zazie a une aïeule. Cette aïeule, elle s'appelle Jeanne. Jeanne a été déportée en 1943.
personne dans la famille de Zazie ne parle vraiment de Jeanne, outre pour cette malheureuse histoire qui lui est son destin tragique. Et donc, Zazie a décidé de remonter les traces de Jeanne via un livre de recettes dont elle a hérité. Et donc, elle va partir en Israël et faire cuisiner des livres qui sont des recettes qui sont dans ce livre à des gens qui ont connu Jeanne, qui l'ont rencontrée et qui auront des choses à dire à Zazie à propos de Jeanne. Donc, on espère que l'entité de Jeanne est avec nous en ce moment. Et Zazie sera en direct à 10h30 demain pour parler d'À la recherche de Jeanne. Heureusement que tu es là. On va aussi parler de vin cette année avec le podcast Sous la robe, le vin, qui est une passion française, et encore une une fois. passion binge audio. Binge audio, on peut le dire, même avec modération, évidemment, vous connaissez la formule. C'est encore Zazie Tavitian qui s'y colle, car décidément, elle est extrêmement productive. En gros, elle va, là aussi, partir de 5 idées reçues autour du vin, et essentiellement du Côte-du-Rhône, pour nous expliquer, pour rentrer dans les détails et les subtilités et les secrets de cette production française, n'est-ce pas ? Elle est allée vers Avignon, elle a été rencontrer des producteurs, des productrices, des vignerons, des vigneronnes, des cavistes, des négociants et des négociantes dans le Gard et dans le Vaucluse pour évoquer avec eux tous ces secrets du vin. On continue aussi notre grande entreprise de déconstruction avec un nouveau podcast qui s'appelle Camille, qui est présenté par Camille Regache et qui, elle, va s'intéresser à l'hétéronormativité de notre société. En gros, c'est tout ce qui est considéré comme naturel et inné en ce qui concerne l'identité de genre et de la sexualité. On va se poser des questions comme, est-ce qu'on a vraiment besoin d'indiquer notre genre sur nos papiers d'identité ? Est-ce qu'on peut vraiment dire librement comme ça quand on n'est pas concerné ? Est-ce qu'on peut dire PD, par exemple ? Non. Et du coup, Camille va vous expliquer pourquoi. Elle va vous aussi expliquer pourquoi traiter quelqu'un d'enculé, c'est homophobe, etc. Voilà, donc ce sera des conversations tous les 15 jours. Moi, j'ai écouté le pilote hier dans ma C2. J'ai passé un excellent moment. Ouais, c'est trop bien. C'est vraiment chambé. C'est recommandé pour la C2, du coup. Particulièrement. Ouais. Okay, c'est merci, il me semblait. Et puis, enfin, on a un podcast sur Twitter. Tout à fait. C'est un podcast qui est proposé par Anouk Perry et qui sera présenté demain entre 15h30 et 16h. Il faut que je change mes verres de lunettes. Parce c'est que écrit tout petit aussi. Hein. Ouais, mais tu vois, quand même, c'est bizarre. J'ai quand même mes verres. Bon, bref. Donc, pourquoi les gens tweetent ? Qu'est-ce qu'ils ont quand on lit un tweet de quelqu'un, on se dit, mais est-ce que c'est vrai ? Dans quel état d'esprit pour vrai la personne était ? Parce que c'est vrai qu'on nous a quand même doublé les caractères, mais on ne sait jamais vraiment. Donc, ce qu'a fait Anouk Perry, c'est qu'elle a sélectionné des tweets marrants, tristes, insolites. Elle a été rencontrer les gens qui ont tweeté ça et pour les faire parler de leur expérience. Donc, voilà. Pendant ces 24 heures de Binge en Air, vous retrouverez aussi toutes nos émissions historiques. Toi, Thomas, tu vas continuer nos ciné. Évidemment, donc qui entame sa 5e saison cette année, qui va faire une légère mutation parce qu'on va désormais migrer sur Twitch essentiellement 2 fois par mois, donc un jeudi sur 2 le soir, et on va garder cette idée de débattre, de parler de films parfois très légers en parlant avec des mots très savants, parce qu'on aime beaucoup ça. Et puis tu continues Programme B. Et je continue Programme B. Donc nos ciné sera en direct tout à l'heure à 19h40, voilà, jusqu'à 20h30 pour 50 minutes. Programme B ne sera pas en soi dans ce dispositif Binge On Air. Il y aura un épisode qui sera posté demain soir comme d'habitude, mais il y aura, on va dire, la part d'info, le style d'info de Programme B plusieurs fois dans cet événement de 24 heures, puisque je vais me coller aussi aux journaux. Ça va me rappeler des bons souvenirs. Je vais animer le journal de 19h, le journal de 8h, le journal de 13h. Programme B, pour ceux qui n'écouteraient pas, ceux et celles qui n'écouteraient pas encore, c'est un programme d'actualité quotidien. Moi, j'écoute ça tous les jours. Ça a remplacé les matinales de radio. C'était l'objectif. Ouf. Bah oui, parce qu'en fait, tu invites des gens. Oui, excuse-moi, ce matin, je mets sur une radio dont je ne citerai pas le nom, j'écoute Agnès Buzyn, j'ai cramé mes tartines tellement j'étais choquée par le discours. J'en ai cramé mes tartoches. Alors que tu écoutes Programme B, je crame zéro tartoche. Les tartines, quoi. ça va, normalement. Voilà. On s'en sort bien. Dans les podcasts historiques de Binge Audio, vous retrouverez aussi Miroir Miroir avec Jennifer Padjemi, Le Chip avec Mélanie Wonga, Kevin Doha et François Oulac. Et ça, c'est à 21h ce soir. Il y aura aussi No Fun juste après. Il y a le podcast du sport qui va revenir. C'était un podcast qu'on faisait, que je présentais d'ailleurs l'année dernière. Tu vois, donc comme on va quoi, déconstruire
le La place du sport sport. dans la société. C'est Ouais, Voilà. tout à fait. Il y C'est aura Anne-Cécile aussi- Genre qui viendra le présenter. C'est Anne-Cécile Genre. Il y aura aussi le podcast Kif Taras avec Rokhaya Diallo et Grasly qui sautent à pieds joints dans les questions raciales. Et voilà, ils et elles seront tous et toutes en direct dans les prochaines 24 heures. Mais je crois que là, c'est le moment de se lancer, non, pour les couilles sur la table. Oui, il faut que je fasse ça aussi. Oui, bien sûr. Juste dire que pendant ces 24 heures de binge on air, on va aussi faire un blind test à 23h. Oui. Apparemment, il y a une grande soirée, soirée pyjama. Qui est prévu, semble-t-il, de 1h à 6h du matin. Mais avant ça, il y a les stagiaires qui vont prendre le pouvoir aussi à Voilà, l'antenne. vous avez des infos là-dessus? Pas du tout. Non. Mais ils rigolaient très très bêtement tout à l'heure, donc je pense que ça va être quelque chose. Ah ouais? Ouais. Moi, je pense qu'ils vont remplir la villa d'eau. Ah, C'est Il possible, y a ouais. une stagiaire présente dans ce studio qui fait une Qui drôle de tête. ricane, Qu'est-ce que vous qui allez ricane. faire? Ok, on ne sait pas, mais ça c'est à 23h. Diana Non, Ba, de est-ce que- minuit à À 1h. minuit, de minuit à 1h, les stagiaires Est-ce prennent le que, pouvoir. est-ce que vous allez faire tourner les serviettes, mais de manière 3.0? Ah, d'accord. Faut savoir que c'est des millennials, les stagiaires. Donc, moi, j'adore Le les référentiel observer. est complexe. Ouais, moi aussi, beaucoup. Tu vois? Ouais, l'impression Ouais, de moi, ils ont regarder des références. toiles. C'est oui. super. Ouais. Bon. Ok, il est Les 17h10. vieux, putain. Oui, j'ai une saison des couilles sur la table à présenter. Donc, merci beaucoup. À Ah tout bah, à l'heure. Oui, tout à merci à On toi. te retrouve dans moins de 50 minutes, Sophie-Marie, Tout à avec fait. un à bientôt de te Oui. revoir featuring Cyprien. Et les fichettes Thomas. Allez. On te retrouve À tout 19h l'heure pour le aussi. journal, tout à Ok, fait. Ça marche. Bisous tout le monde. Au revoir. Ok, il est 17h11 et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table. Salut, c'est donc la nouvelle saison des couilles sur la table, la 3e. Je suis vraiment très heureuse de reprendre. C'est un moment un peu particulier pour moi parce que cet été, pour la première fois, je ne me suis pas arrêtée puisque j'ai écrit le livre des couilles sur la table dont je vais vous parler. Pendant cette heure que nous allons passer ensemble, je vais vous raconter tout ce que j'ai prévu de faire pour cette 3e saison. J'ai aussi une grosse surprise à vous annoncer, donc restez à l'écoute. Et vous pouvez me poser toutes vos questions en direct sur Twitch. Voilà, alors pour commencer, je vais vous raconter comment s'est passée l'écriture du livre. Vous l'avez peut-être déjà précommandé, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez encore le faire sur Ulule. Donc je suis partie au début de l'été avec pour projet d'écrire le livre des couilles sur la table, le livre qui allait récapituler tout ce qu'on avait dit pendant les 2 saisons où je m'étais entretenue avec des expertes et des expertes sur des experts et des expertes sur la masculinité. Et voilà, je suis revenue et le livre est terminé, enfin presque, c'est-à-dire que j'ai écrit tout le manuscrit et il est parti à la maquette avant-hier à 20h. Merci, je vois Jen Snow qui dit qu'il a trop hâte d'avoir le livre. Alors, je peux vous dire avec certitude que ce livre sera disponible dans les librairies et que vous l'aurez le 30 octobre, que je trouve qu'il est très beau, qu'on a beaucoup bossé sur la maquette et les illustrations, et que je peux vous montrer d'ores et déjà la couverture. Je ne sais pas si on va très bien la voir, et désolée si vous n'êtes pas sur Twitch et si vous la regardez... si vous juste vous écoutez, mais est-ce qu'on voit la couverture ou pas trop, non? Ouais, attends. Comme ça? Voilà. Ok. On a la couverture, on a les illustrations. Le plan a changé 12 000 fois. J'ai passé mon temps à appeler tous les jours mon éditrice pour discuter de ce qu'il y avait dedans. J'étais enfermée dans une maison dans le Berry sans Internet, avec des centaines de livres et d'articles et des thèses, etc. Et donc, le plan a changé, mais maintenant, le plan définitif, je peux vous l'annoncer, c'est qu'on va d'abord s'intéresser à comment la masculinité, c'est une construction, comment la masculinité, c'est un privilège, comment c'est une exploitation, comment c'est aussi l'usage légitime de la violence. Et enfin, pour terminer avec une note d'espoir, comment est-ce qu'on peut esquiver cette masculinité. Dedans, il y a beaucoup de messages que vous m'avez envoyés. Il y a des extraits de livres, je raconte aussi un peu des expériences personnelles. Voilà, j'espère que le livre remplira ses promesses pour vous, c'est-à-dire que vous pourrez le lire si vous avez déjà écouté toutes les émissions, mais que vous pourrez aussi l'offrir à des gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas féministes, qui n'ont jamais vraiment réfléchi à ces questions, etc. On va bien faire une tournée de signatures dans 10 villes en France. On va aussi continuer à faire des spectacles. Donc, je peux vous annoncer qu'il y a un spectacle Binge en scène le 18 octobre à Paris, à 18h au Palais des Glaces, et que les places sont déjà en vente. Et aussi qu'on va passer sûr à Toulouse le 6 novembre et à Marseille le 7 novembre. Les billets vont être en vente dans quelques jours. Voilà pour cette année, pour le programme des couilles sur la table.
Ensuite, je voulais vous raconter ce qu'on va faire cette année. En fait, quand je me suis mise à écrire ce livre, bon, ça m'a aussi donné l'occasion de repenser à tout ce qu'on avait fait pendant ces 2 années et de me rendre compte qu'il y avait quand même certains sujets que j'avais jamais abordés pour des raisons que je ne vais pas développer. Mais par exemple, on n'a jamais parlé de paternité dans l'émission. Et je pense qu'il est temps qu'on parle de ce que ça veut dire d'être un père et qu'on tente aussi de déconstruire tous les arguments là, qu'on entend de plus en plus sur oui, mais la justice favorise les pères de famille, favorise les mères de famille dans les divorces, les pères n'ont pas le droit de voir leurs enfants, etc. C'est-à-dire tout un tas d'arguments masculinistes. Donc je pense qu'on va faire beaucoup ça cette année. Moi, j'aimerais qu'on fasse beaucoup ça dans les couilles sur la table, c'est-à-dire de faire de l'autodéfense féministe, d'examiner les arguments antiféministes et de les déconstruire un par un, quoi. Est-ce que c'est vrai que les pères sont défavorisés? Est-ce que c'est vrai que les femmes sont aussi violentes que les hommes? J'ai beaucoup entendu ça cet été, des gens qui m'expliquaient que oui, certes, il y avait déjà 101 femmes qui avaient été assassinées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Mais bon, tu comprends, les femmes aussi, elles peuvent être violentes. C'est juste qu'elles sont violentes psychologiquement. Et donc, en fait, à la fin, les hommes, ils meurent aussi. Ils se suicident de désespoir parce que leur conjointe a été trop violente avec eux. Bon, voilà. Alors, on va calmement se poser pour examiner ces arguments, voir ce qu'on peut répondre dans ce genre de discussion. Parce que dans les messages que vous m'avez envoyés, vous m'avez aussi beaucoup dit que les discussions des couilles sur la table vous avaient aidé avec votre entourage. Je vous ai demandé par exemple comment ça s'était passé votre été et j'ai reçu plein de messages de gens, des hommes et des femmes qui me disaient qu'ils s'étaient quand même pas mal disputés. Apparemment, les couilles sur la table, ça a un peu mis le sbeul dans vos barbecues en famille et dans vos apéros entre amis. Il y a par exemple Iris qui m'explique qu'elle s'est disputée avec son père, mais qu'il a fini par comprendre en lui faisant remarquer que il faisait pas du tout des tâches domestiques, que c'était les femmes de la famille qui s'occupaient de tout faire et qu'elle n'avait jamais rien dit, mais que là, pour la première fois cet été, elle avait décidé que ça suffisait comme ça, quoi. Il y a aussi plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'elles s'étaient révoltées contre le harcèlement sexuel. Il y a Corinne, par exemple, qui m'écrit qu'elle travaille au sein d'une équipe de filles avec un chef masculin qui les harcèle en fait depuis des années, tout en leur disant que ce sont des blagues et que c'est de l'humour et que c'est pas grave et qu'il a le droit de les toucher et il a le droit de faire des commentaires sur leur corps, etc. Et qu'en fait elles étaient toutes mal à l'aise et que c'est en écoutant des podcasts sur le harcèlement sexuel qu'elles ont réussi à mettre des mots sur ce qu'elles vivaient et qu'elles ont réussi à ce qu'il cesse son comportement. Il y a aussi une jeune femme qui m'a pas donné son nom, mais qui me dit qu'elle a lancé une association à partir de cet été qui s'appelle Paye ton ESC sur Instagram pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur et dans son école de commerce en particulier. Vous êtes aussi beaucoup à me dire que, en même temps, vous êtes beaucoup disputés, mais que c'est aussi très fatigant. Et je comprends ça. On a pas mal parlé du burn-out militant, du fait que ça pouvait être épuisant de chercher à lutter sans arrêt, à discuter sans arrêt, d'être dans des soirées tranquilles, on a juste envie de s'amuser. Et en fait, quand les autres savent qu'on est féministe, ils veulent absolument rentrer dans des discussions, nous faire argumenter, nous faire justifier de pourquoi on est féministe, mais quand même, est-ce qu'elles exagèrent pas un peu? Oui, mais le viol, on parle que de ça, etc. Et que, voilà, c'est épuisant. Il y a eu un très bon article qui est paru cet été sur Slate sur ce sujet-là. Et donc, face à ça, on peut tout à fait dire qu'on a le droit de faire des breaks, en fait, militants. Et c'est ce que m'explique Clémence, qui est militante dans un collectif qui s'appelle Stop Harcèlement de rue à Tours, et qui m'écrit « On a fait un break militant, plus de conversations vénères, plus de conversations pédagogiques gratos pour Jean-Mich sexiste, ça fait un bien de fou, on a besoin de se reposer, etc. » Ah oui, et aussi, dans la catégorie quand même plus réjouissante, vous êtes beaucoup à m'avoir écrit pour me dire que cet été était le premier été de votre libération corporelle, que le féminisme avait servi à ça, c'est-à-dire que c'était le premier été où... Par exemple, Clémence me dit qu'elle a lâché prise sur porter du maquillage tous les jours, même à la plage, qu'elle était allée se baigner toute seule, même quand son copain n'avait pas envie, qu'elle s'était baignée en culotte transparente, topless sur la plage parce qu'elle avait oublié son maillot et que c'était la première fois de sa vie. Et évidemment, personnellement, ça me réjouit énormément ce genre de message parce que pour moi aussi, ça a été difficile de faire tout ça, d'accepter ça. Et je sais que c'est libérateur et que ça crée un autre rapport au corps.
Dans le même ordre d'idée, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit que c'était le premier été où elles s'épilaient pas. Bah, bravo, c'est pas toujours facile, donc voilà. Ou que c'était le premier été où elles s'en foutaient d'avoir de la cellulite, d'être trop grosse, etc. Et ça résonne pas mal avec un truc que j'ai vécu. En fait, j'ai eu 30 ans il y a quelques jours et je suis retombée sur une liste que j'avais faite quand j'avais 20 ans, où j'avais fait la liste de tous les objectifs que je voulais atteindre quand j'aurais 30 ans. Dessus, il y avait parler plusieurs langues, donc l'allemand, l'espagnol, le russe et le chinois. Bah, je parle aucune de ces langues-là. Il y avait être heureuse, ça va plutôt. Il y avait aussi écrire un roman. Bah, j'ai pas écrit un roman, mais j'ai écrit un livre, donc c'est presque ça. Et puis tout en haut, il y avait marqué être mince. Et en fait, j'ai eu 30 ans, je suis pas mince et je m'en fous en fait. Et c'est la première fois de ma vie, je pense que je peux dire ça et que ça n'a plus aucune importance. Donc le féminisme, ça peut aussi servir à ça, à développer un autre rapport au corps, à se considérer comme un sujet et pas seulement comme un objet. Du coup, vous êtes plein de gens à me dire joyeux anniversaire. Eh ben, merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat de Twitch. Ok, il n'y a pas encore de questions, c'est pas grave, j'en ai posé sur Instagram. Donc, vous m'avez fait part de plusieurs sujets dont vous aimeriez bien qu'on parle cette année. En numéro 1, il y a l'amour et il y a l'hétérosexualité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour être féministe et pour être hétérosexuel. Et ça, j'ai l'impression que ça revient de plus en plus. J'ai vu beaucoup de tweets aussi sur ce sujet-là. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour être en couple hétérosexuel, comment est-ce qu'on fait pour être en famille hétérosexuelle avec des enfants, quand on prend conscience de la charge mentale, quand on prend conscience qu'on a fait des sacrifices sur sa vie personnelle et que son conjoint ne l'a pas forcément fait. Là, dans l'été que j'ai passé à écrire le livre, toutes les femmes venaient me parler de ça, de comment elles aimaient leur conjoint et de comment en même temps elles étaient épuisées et elles trouvaient ça injuste parce que c'était encore elles qui avaient la charge mentale. Ma copine Karine, par exemple, me disait « Mais moi, je sais exactement où sont mes enfants et où est mon mec. J'organise ma vie autour de ça et j'organise ma vie professionnelle et j'organise mes activités autour de ça. » Et en fait, lui, il pense qu'à lui. Et lui, il organise sa vie en fonction de sa vie et c'est tout. Et je pense que ça, c'est un sujet dont on va de plus en plus parler. Je sais qu'il y a un livre qui se prépare sur la charge mentale à partir du conte qui s'appelle Ta pensée A, qui est un super conte que je vous encourage à suivre. J'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol général, en fait. C'est-à-dire que le seuil de tolérance est en train de baisser par rapport à ça. Et donc, que ça pose des questions très concrètes sur comment est-ce qu'on peut être en couple hétérosexuel et féministe. Il y a une conférence qui aura lieu le 1er octobre où j'interviendrai avec Charlotte Bien-Aimée, qui fait un podcast à soi sur Arte Radio. Et on sera toutes les deux avec Juliette Drouard, où on va discuter pendant 2 heures à Paris de ce qu'on peut faire de notre hétérosexualité en tant que féministe. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut l'esquiver, comment est-ce qu'on peut l'aménager, quelle marge de manœuvre on a, est-ce qu'on peut y résister, est-ce que par exemple le polyamour c'est une façon de résister à l'hétérosexualité politique, est-ce qu'on peut sortir de l'hétérosexualité, en fait, pas au sens de changer d'orientation sexuelle, mais peut-être de sortir de ce schéma-là où on est en fait en position d'infériorité. Voilà, donc je ne sais pas encore exactement comment je vais l'aborder dans l'émission cette année, mais il va être pas mal question d'amour et de relations et de ce que le féminisme fait à nos vies amoureuses. Et donc, Victoire, est-ce que le polyamour, c'est une façon de résister ? Je ne sais pas, je n'ai pas encore assez creusé cette question, mais c'est possible que ce soit une des façons de résister en réduisant la dépendance qu'on a par rapport à un partenaire, en nous forçant à envisager autrement le désir et les relations et ce qu'est l'amour, etc. Donc oui, ça peut être une façon de résister. C'est ce que proposent par exemple 2 femmes dans un ouvrage que j'aime beaucoup qui s'appelle La salope éthique, qui est un ouvrage culte paru dans les années 90. Où elles disent ça, oui, que le féminisme, ça peut servir à réenvisager la façon dont on est en relation les uns avec les autres, la façon dont on désire, la façon dont on fait du sexe, dont on décide qu'on est en couple, etc. Ok, il y a Clito du Ghetto qui dit « Étant bi en couple hétéro-poly, ça permet de profiter du portefeuille de plusieurs mecs, ce qui est une forme d'empowerment. » Pourquoi pas ? Je sais pas. Mais oui, on va en parler pendant cette saison d'amour et de sexualité. Aussi de dating, vous êtes beaucoup à m'avoir dit que votre féminisme changeait votre façon de faire du dating, notamment sur les applis de rencontres, sur Tinder,
Voilà, il y a Léa qui m'a demandé pourquoi est-ce que les hommes trentenaires ont aussi peur de l'engagement. Il va falloir définir ce que c'est l'engagement, dans quel script les hommes sont inscrits ou sont encouragés à s'inscrire, et dans quel script les femmes aussi sont encouragées à s'inscrire, c'est-à-dire par exemple d'être en couple, parce que c'est aussi un statut social, d'avoir des enfants, la question d'avoir des enfants, etc. Dans le même ordre d'idée, il y a beaucoup de questions sur le consentement. Alors, je suis un peu étonnée parce que je pensais qu'après toute l'année qu'on avait passée avec MeToo, en fait, tout le monde avait eu le mémo et tout le monde savait très bien ce que c'était le consentement, mais apparemment non. J'étais très étonnée d'entendre dans des médias mainstream que je ne citerai pas des questions du genre mais enfin, vous dites que si une femme ne bouge pas et ne réagit pas quand vous lui faites l'amour, c'est que c'est un viol. Et la personne qui était interviewée disait bah oui, en fait, il y a un problème si la personne avec qui vous êtes en train de faire du sexe n'a aucune réaction, ne fait rien, ne bouge pas, a l'air figée. Oui, il y a un problème en fait. Et ce qui est très étonnant avec cette histoire de consentement, c'est que on a l'impression, à entendre ceux qui disent qu'on va trop loin, que les féministes vont trop loin, etc., qu'il n'y a que deux alternatives. C'est soit on dit rien, on continue comme avant, donc avec des violences sexuelles, du harcèlement, etc. C'est-à-dire qu'on ne demande rien, on ne se parle pas, on ne pose pas de questions, on ne se pose pas des questions sur le consentement de son ou de sa partenaire. Soit ils agitent le spectre d'un monde américanisé où les gens seraient obligés de signer des formulaires sur des applications de consentement et ou de se parler en disant des phrases aussi tue l'amour que est-ce que je peux te toucher le bras ? Est-ce que je peux t'embrasser ? Alors qu'il est évident que personne ne fait l'amour comme ça et qu'il y a 1000 façons de s'assurer du consentement de son ou sa partenaire. Et là, j'ai envie de donner à entendre ces façons-là, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on s'assure que ça se passe bien ? Surtout quand on ne connaît pas bien la personne, quand on est jeune, etc. Voilà. Alors, il y a Simon Lestragon qui me dit « As-tu vu l'interview de Yvan Jablonka sur Inter et si oui, qu'en penses-tu » Oui, bien sûr, j'ai vu l'interview d'Yvan Jablonka sur France Inter. Donc, il était interviewé dans la matinale. Il vient de sortir un livre qui s'appelle « Des hommes justes » qui est publié aux éditions du Seuil. Et j'ai lu son livre cet été. C'est très intéressant. Et justement, comme là, il est invité un peu partout, le but, c'est de attendre qu'il ait terminé la promo. Et oui, il va venir dans les coups sur la table parce qu'il y a vraiment plein de choses à discuter dans son livre. Il y a Clito du Ghetto encore qui dit « Est-ce que je peux t'embrasser ? Je le dis tout le temps, je trouve ça trop tendre, j'adore, mes meilleurs bisous, c'est après avoir demandé. » Eh bien, oui, par exemple, demander à quelqu'un qu'on a envie d'embrasser « Est-ce que je peux t'embrasser ?» ou de dire « J'ai très envie de t'embrasser », ça peut être très sexy en fait. Il y a aussi cette idée bizarre que s'assurer du consentement de sa partenaire ou de son partenaire, ce serait pas sexy, mais enfin, c'est complètement fou. Donc bref, on va en parler. Il y a Fat... Quoi ? Bon, j'arrive pas à dire ton pseudo, désolée, qui me dit « Est-ce que ça a été dur d'écrire ce livre ?» S'isoler comme ça et donc n'avoir que ce sujet en tête. Alors, je dois dire que j'ai déjà passé des meilleurs étés dans ma vie, mais qu'à la fois, c'était très exaltant parce que je me trouvais dans le village de mon enfance, que j'aime beaucoup, que j'ai retrouvé des trucs que j'adore faire et que j'ai pas souvent l'occasion de faire, comme conduire ma petite Clio sur des départementales ensoleillées en écoutant de la musique très fort et en fumant des cigarettes. Mais oui, c'était dur en fait, parce que je pense que de faire le podcast Les couilles sur la table tous les 15 jours, ça me permettait de penser à autre chose entre 2 épisodes et donc d'oublier un peu la violence du patriarcat, de faire autre chose, de sortir, d'aller faire la fête, etc. Là, j'étais enfermée dans une maison et tout ce que je faisais toute la journée et toutes les nuits et dès que j'étais réveillée, en fait, je ne pensais qu'à ça, notamment sur toute la partie violence, où je parle des féminicides, des violences conjugales, des violences sexuelles, du harcèlement. Il y a eu 10 jours insupportables où en fait je pleurais tout le temps, j'étais extrêmement en colère et parce que la question à laquelle j'essayais de répondre c'était mais pourquoi il y a tellement d'hommes violents en fait ? Qu'est-ce qui fait que la masculinité est tellement liée à la violence ? Et de regarder ça en face, j'avais l'impression d'être aveuglée par la colère. Et donc ça me donnait aussi des réactions pas forcément agréables pour mon entourage, pour mes amis et mes amoureux qui venaient me voir. Voilà, donc là je me suis un peu calmée, mais oui, bien sûr, c'était assez difficile. Voilà. Mais en tout cas, mais c'était aussi plaisant de réfléchir à tout ça, de n'avoir que ça à faire, de relire des textes qui m'ont beaucoup nourrie, etc. Voilà. Je cherche une autre question.
Oui, il y a LN qui dit, c'est vrai qu'à l'approche des 30 ans, on ressent une pression chelou. Là, pendant les vacances, je suis retournée en vacances sur mon île et on m'a demandé au moins 6 fois, alors les enfants, c'est pour quand? Au milieu de la conversation qui n'avait aucun rapport. Et parfois, c'est des gens que je connais à peine, même pas mes proches. Bah oui, mais c'est sûr, ce qui se passe dans notre utérus a l'air d'intéresser, a l'air d'être une question publique, quoi. A l'air d'être, les gens sont pas du tout gênés pour demander ça. Moi aussi, on m'a pas mal demandé ça. Pas mes amis, mais des questions du genre ah, mais t'es féministe, mais est-ce que t'as des relations sexuelles avec des hommes quand même? Et pourquoi t'as pas encore d'enfants? Est-ce que tu comptes avoir des enfants? Parce que sinon, ça aurait été contre nature. Donc, on peut aussi décider de ne pas répondre à tout ça. Ah, il y a Grebs12 qui dit que suite à MeToo, on avait essayé avec ma femme pendant quelques jours de demander le consentement sur tout, toucher, bisous, caresses, pour voir ce que ça fait. C'était une super expérience qui a changé la manière d'appréhender le corps de l'autre encore aujourd'hui. Mazel tov, je suis vraiment très contente pour vous, bien sûr, c'est une des façons de faire. Est-ce que je vais venir à Bruxelles? C'est possible. Oran Glouton, comment gérer sa misandrie? Pourquoi ne pas directement être en colère quand on rencontre des hommes? Finalement, comment est-ce qu'on peut arriver à tisser des liens avec des hommes qui ne sont pas au courant du féminisme et autres, sans avoir à donner toute son énergie pour les éduquer un peu? Waouh, quelle question! Alors, est-ce qu'on peut gérer sa misandrie? Comment est-ce qu'on fait pour pas directement être en colère quand on rencontre des hommes? Bon. Je suis un peu... Moi, j'ai pas l'impression d'être directement en colère quand je rencontre des hommes et tout ça, et je me considère comme très féministe. C'est juste qu'on on peut savoir que ce système-là existe, on peut savoir que ça va probablement pousser cet individu qui est genré au masculin à avoir certains types de comportements, de réflexes, etc. Et donc, je me dis que peut-être une des manières de faire, c'est d'être en retrait, d'être consciente de ça. Par exemple, de ne pas offrir tout de suite des services émotionnels gratuits. En fait, on n'est pas obligé d'être, par exemple, avenante et pimpante et agréable et tout ça. Bon, évidemment, ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve, parce que si c'est ton patron et qui te harcèle et que tu es en situation de dépendance, bah, tu n'as pas vraiment le choix, en fait. Donc, ça dépend des interactions, des situations, etc. Mais c'est vrai que même si c'est tentant, et ça a pu être tentant pour moi d'avoir la rage directe, par exemple cet été quand je croisais des mecs au supermarché et que, bon, d'être tout de suite méfiante, je suis pas sûre que c'est un monde souhaitable. Donc je sais pas comment on fait pour tenir ces deux choses-là ensemble, c'est-à-dire d'être consciente et en même temps de garder de l'espoir pour que ça change, aussi de garder de l'espace pour des relations qui sont pas forcément aussi stéréotypées que ce qu'on pense. Voilà, mais bon, comme tu vois, j'ai pas exactement la solution. Je suis un homme de 20 ans, on me demande déjà quand est-ce que j'aurai des enfants. Bah écoute, oui, bah tu vois, c'est bien pénible d'être une meuf, donc tu as une expérience de meuf là-dessus. As-tu entendu parler de la loi du consentement en Suède? Qu'en penses-tu? La loi qui impose de dire oui avant un rapport sexuel, avant l'acte ou pendant l'acte. Bah oui, la loi en fait sur le consentement en Suède, alors si je ne m'abuse, c'est l'idée que en fait, c'est à la personne qui est accusée de viol de montrer qu'il ou elle a bien cherché le consentement de son partenaire. Et c'est vraiment un changement idéologique extrêmement important parce qu'en en fait, en France, notre loi sur le viol fait comme si, par défaut, les femmes ou les individus étaient d'accord pour avoir des relations sexuelles, sauf quand ils protestent, c'est-à-dire sauf quand le rapport est obtenu par menace, surprise, contrainte ou violence. Mais en fait, non, on devrait considérer que les gens sont a priori pas d'accord pour avoir des relations sexuelles et que oui, le comportement normal, ça devrait être de s'assurer qu'ils en ont envie, en fait. Et pas seulement qu'ils sont d'accord. En fait, il faut même dépasser cette notion de consentement. Le consentement, on fait comme s'il y en avait un qui proposait et l'autre qui disposait. Comme si il fallait donner son accord à un truc qu'on allait nous faire. Mais en fait, pour dépasser ça, je pense qu'il faut plutôt aller vers une pensée où on recherche le désir. Qui est librement exprimé, qui est librement ressenti, etc. Et bon, ce sont des questions dont je parle beaucoup dans le livre. Évidemment, ça pose la question de dans quelles conditions est-ce qu'on produit son désir, dans quelles conditions on est les uns par rapport aux autres, les unes par rapport aux autres. Est-ce que vraiment on a toute liberté de désirer quand on est... je pense au cas de Loulou Robert, par exemple, qui était mannequin et dont on a recueilli le témoignage l'année dernière dans Programme B, qui s'appelle « Pas une seule fois, j'ai dit non ». Et qui n'était pas en position en fait de refuser le rapport sexuel que lui imposait le photographe pour qui elle travaillait, parce qu'elle était mannequin, parce qu'elle était jeune, parce qu'elle était inexpérimentée et parce qu'elle savait pas comment réagir. Donc voilà. Mais bon, voilà, je parle pas mal de tout ça dans le livre et on va continuer à en parler cette année.
Quoi d'autre ? On va parler de militantisme. Comment parler à quelqu'un opposé au féminisme ? On va parler d'écoféminisme. Et ça, je pense que c'est vraiment l'énorme sujet de cette année. Je ne sais pas si vous avez lu le super article de Nora Boisouni sur Slate qui disait qu'en plus de la charge mentale, en fait, de plus en plus de femmes avaient une charge écologique. C'est-à-dire qu'on dit à la fois OK, la planète est en train de cramer, il faut absolument qu'on change tout, il faut qu'on arrête de surconsommer, il faut faire sa lessive soi-même, il faut arrêter d'acheter des produits avec des emballages en plastique, etc. Il faut faire du zéro déchet et compagnie. Mais en fait, vu que les femmes sont encore très largement en charge du foyer et de la maison, c'est aussi elles qui se collent à cette charge écologique. Et donc on se demande si Nora Boisouni, dans l'article, se demande si féminisme et écologie sont vraiment compatibles et si oui, dans quelles conditions. Oli Maxime me demande, est-ce que je suis allée faire des collages avec Margaret Stern pour protester contre les féminicides ? Non, j'y suis pas allée parce que j'avais une angine et j'étais bien dégoûtée. En revanche, je la suis, je check son compte frénétiquement là depuis quelques jours. Donc si vous ne connaissez pas le compte de Margaret Stern, c'est @MargaretStern sur Instagram. Elle a lancé une grande opération là pour faire des collages pour dénoncer les féminicides. C'est magnifique. Et vous pouvez aussi organiser des collages dans vos villes. Elle a fait un tuto sur son compte Instagram. Et donc j'espère que je vais aller coller bientôt. On va aussi parler donc de paternité, ça je l'ai dit, de fraternité, des relations frères-sœurs, de la charge mentale, de la charge émotionnelle. On n'a pas beaucoup parlé de charge émotionnelle. C'est-à-dire de comment la socialisation féminine pousse les femmes à prendre en charge toutes les émotions de leur entourage. Et donc dans les relations amoureuses aussi, ou dans les relations amoureuses, dans les familles, etc. Ce sont les femmes qui ont en charge le bien-être émotionnel de toute la famille, mais aussi qui développent des relations peut-être plus riches et plus intimes et plus profondes avec leurs amis, etc. Et que ce que les hommes sont moins encouragés à faire. Et donc il y a une théorie que je trouve assez intéressante qui dit que comme la masculinité pousse à ne pas dévoiler sa vulnérabilité, à ne pas créer des relations profondes, intimes et sincères avec les autres, en fait ce sont les femmes de l'entourage des hommes qui prennent en charge tout leur bien-être émotionnel et qui jouent les coachs, les thérapeutes, les psys, etc., gratuitement, et que tout ça pèse sur elles, et que c'est du travail émotionnel qui est fourni, encore une fois, gratuitement des femmes pour les hommes. Voilà. Et puis, et voilà. Et c'est à peu près... Ah oui, on va aussi aller faire des tours dans l'histoire de France. On va parler de comment la France s'est refait une virilité en tondant les femmes à la libération. Par exemple, on va aussi parler de militantisme pro-féministe. Est-ce qu'on peut être... La question de quel est votre rôle dans le féminisme si vous êtes un homme, si vous voulez vous engager. Comment est-ce qu'on peut être un bon allié ? Voilà. Voilà ce qu'on va faire pour cette 3e saison. Mais pour commencer cette 3e saison, on est en direct et je vois qu'il y a des horaires à respecter, même si moi j'aime bien me balader avec des marteaux pour fracasser les horloges et être tout le temps en retard, je vais quand même tenter de respecter les horaires. Donc j'ai une surprise à vous annoncer. J'ai un long extrait à vous passer des premiers épisodes de la saison 3 des Couilles sur la table. Je réponds quand même à une dernière question. Comment réagir avec son copain qui est dans le chemin du féminisme, mais qui, d'une part, reste toujours dans son cercle de boys club qui critique les femmes ? Comment réagir ? Je sais pas. Je me dis que ça aussi, c'est comme un travail émotionnel que tu vas faire gratuitement, en fait. Je sais pas si c'est le rôle des femmes de se dire qu'on va rééduquer les hommes en couple et tout. C'est encore du taf, c'est encore de la prise de tête, c'est encore beaucoup d'énergie perdue, quoi. Donc, bon, désolée, j'aurais aimé te donner une réponse définitive, mais je ne sais pas. Je pense pas qu'on puisse changer les gens malgré eux. Donc, s'il n'a pas envie d'entendre et s'il n'a pas envie de comprendre, bon, voilà. Ok, je disais donc qu'on va recommencer cette saison 3 des Couilles sur la table dès jeudi prochain, le 12 septembre. On va recommencer la saison avec 4 épisodes. C'est un grand entretien qu'on a découpé en 4 épisodes. Il y en aura un par jeudi toutes les semaines. C'est un grand entretien exceptionnel avec une invitée que j'admire infiniment. On a parlé du cinéma. Est-ce qu'on peut encore aller au cinéma et être féministe ? Est-ce qu'on a parlé de ce que le féminisme avait fait aux lectrices que nous sommes ? On a parlé de sexe, on a parlé de prostitution, on a parlé de MeToo, on a parlé du viol, on a parlé de la violence, de la colère. Et donc, on a beaucoup parlé des hommes, évidemment. Je vous laisse deviner qui c'est.
en écoutant un long extrait de cet entretien. Je vous retrouve dans une petite dizaine de minutes. Il y a une question qui revient encore et encore dans les questions que m'envoient les auditeuristes. C'est en gros, qu'est-ce qu'on fait de ces fantasmes de domination sexuelle ? Vous en parlez aussi dans King Kong Theory. Vous dites que c'était d'autant plus troublant que les fantasmes de viol et d'être prise de force dans des conditions plus ou moins brutales, ils existaient. Et en fait, on a grandi avec ça. Et peut-être même la sexualité hétérosexuelle féminine, elle s'est vraiment construite avec ça aussi, en fait. En tout cas, c'est une composante importante. Je pense pas qu'elle soit exclusive, mais c'est comme un cœur. C'est comme au moins un territoire très important de la sexualité hétérosexuelle et homosexuelle aussi, en vérité. J'imagine que la meilleure réponse, ce serait justement pouvoir construire d'autres imaginaires pornographiques et érotiques. J'imagine que si une petite fille comme moi, c'est important dès que je suis petite, ce truc de la domination est important, c'est parce que c'est vraiment toute l'image du catholicisme. C'est les saints attachés, les Jésus en croix, tout le monde est toujours attaché, tout le monde est tout le temps torturé, mais en même temps il y a une espèce d'extase là-dedans, Et après c'est Angélique... Marquise des Anges. Moi aussi j'ai vachement regardé Angélique Marquise des Anges et elle est jamais d'accord au début. Et elle est toujours d'accord, et on était petites, enfin moi pareil, j'imagine que vous avez petite, j'ai vu petite, et j'imagine que si on construit d'autres... on n'est pas obligé d'en finir complètement avec cela, mais si on y adjoint d'autres... et c'est pour ça que moi, je crois qu'il faut construire une pornographie différente. Un imaginaire érotique en général différent. Je crois que ça existe. Il n'y a pas une seule façon de faire, pas faire l'amour au sens romantique, mais de faire le sexe. Et donc, on doit pouvoir inventer des sexualités, des représentations de la sexualité qui soient dissédantes et qui nous permettent d'avoir pas que cet imaginaire-là. Parce que cet imaginaire, il est vachement excitant, je l'aime bien, je veux bien l'assumer, mais c'est vrai qu'après, toute une vie avec ça, là, je te dis, j'ai 50 ans, c'est long. Tu dis, j'aimerais bien à un moment donné avoir d'autres idées, quoi, d'être enrichi de... Et je le crois, non, c'est pour ça, à part être pro-prostitution, je suis vraiment farouchement convaincu qu'on devrait faire de la pornographie comme on fait des westerns et des films d'horreur, avec de l'argent, avec des moyens, et qui on aurait vraiment y gagné. Moi, j'aimerais vraiment voir le Catherine Bigelow pornographique avant de mourir, quoi. Patrice, c'est donc un mec violent, très violent. Aussi, il dit qu'il n'a pas envie de renoncer à sa violence parce que, en fait, que qu'est-ce qui va lui rester en fait s'il a plus sa violence ? Qu'en fait, il y a des situations où les gens sont bien contents qu'il soit violent. Que quand il y a un mec qui se fait emmerder dans le métro et que lui, il fait en sorte qu'il se fasse respecter, les gens sont très contents en fait qu'il intervienne. Ouais, là, c'est vraiment plus une réflexion sur la violence en général, parce que c'est vrai que c'est valorisé. Tout le monde respecte la violence, justement pas la violence conjugale, mais la violence dans la rue. Tout le monde la respecte. Il n'y a que ça qui fait qu'on le prend au sérieux. Si les gilets jaunes cassent pas tout, c'est pas les gilets jaunes. On les écoute pas, quoi. Enfin, je veux dire, faut vraiment. Sinon, c'est des Catalans. Les Catalans, tout le monde s'en fout de leur combat. Il est pacifiste. Tu vois, personne n'est mort. Tout le monde s'en fout. Donc, c'est super compliqué. Et aussi, je le sais justement parce que moi, je peux faire des colères spectaculaires. Les gens adorent ça. Ça marche super bien. En général, efficace. Si tu fais une vraie grosse colère, mais il y a de fortes chances pour que tu obtiennes ce que tu veux. Et en plus, les gens autour de toi, je pense que c'est un des trucs... moi, je l'ai remarqué de ça depuis que je suis enfant. C'est très valorisé. Pour une fille, c'est un peu touchy, mais c'est quand même valorisé. Si ta colère est vraiment spectaculaire, ça passera au-dessus de ton genre, parce que il y a un respect de la force. Vous êtes sûr ? Moi, j'ai l'impression que quand on est une femme et qu'on se met en colère, on est juste hystérique. Que ça sert à rien, on n'est pas plus écouté, en fait. Ça dépend de ton niveau de colère. Si tu as une colère vraiment spectaculaire, il y a quelque chose qui est comme jouissif pour les autres. Je le sais d'expérience, je te le dis, c'est vrai. C'est pas pour tout le monde, il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais en général, c'est très bien accueilli. Mais parce que c'est ce qu'on préfère, la force. Du coup, en tant que spectatrice, par exemple, de cinéma, c'est pareil. Moi, il y a plein de films que j'ai plus envie d'aller voir, ou des rétrospectives, la rétrospective Polanski et compagnie. Je me dis, on en a assez, en fait. Est-ce qu'on n'est pas en droit de demander autre chose, d'autres films, de mettre en valeur d'autres créateurs, d'autres cinéastes, etc. Ça veut pas dire qu'il faut tout mettre à la poubelle, mais
D'un point de vue féministe, quasiment, du cinéma, on peut tout mettre à la poubelle. Parce que c'est quasiment une industrie qui s'est créée, pas pour ça, mais qui immédiatement a servi à créer le genre tel qu'on le connaît dans ce qu'il y a de dérangeant. Et c'est une industrie dont on peut faire l'analyse quasiment entièrement dans sa propagande du genre. Qu'est-ce qu'elle a inventé comme genre de femme ? Qu'est-ce qu'elle a inventé pour les hommes ? Et elle a vraiment inventé quelque chose, et ça a vraiment été une propagande qui nous est tous rentrée dans le cerveau et qui ensuite a infusé dans la publicité, et qui a influencé tous les autres médias, non ? Parce que ça a été vraiment un média dominant pendant 40 ans, 50 ans. Et je crois qu'on peut lui reprocher tout. Le cinéma, d'un point de vue du genre, mais après, est-ce qu'on peut voir les choses Elle ne se juge pas uniquement du point de vue du genre, mais du point de vue du genre et de la race. Le cinéma, c'est vraiment le triomphe du mal absolu. Vous regardez Avec encore des beaucoup de exceptions, films ? avec de vraies exceptions évidemment, mais dans son étude majeure, c'est vraiment la construction de l'homme blanc, le cinéma. On peut Encore plus que la littérature. beaucoup plus que la littérature. Il n'y a pas de Monique Wittig du cinéma. Parce que si Monique Wittig arrive dans le cinéma, elle a fait un film, elle ne peut pas faire un film comme ses grands livres parce qu'on ne va pas lui donner l'argent. Et quand bien même on lui aurait donné l'argent, elle n'aura pas les rétrospectives, elle n'aura pas les salles de cinéma, elle n'aura pas les articles. Parce que tout ça, ça a vraiment été, et ça a été totalement inconscient, mais quand même cohérent. C'est vraiment un travail de propagande du genre. Moi, j'ai un peu un problème dans les problèmes qu'on se pose en ce moment sur le cinéma, parce que c'est comme si on essayait de se dire on va régler 2 ou 3 petits trucs dans le cinéma et ça ira mieux. Mais non, là, c'est vraiment le cinéma, c'est vraiment l'industrie. Ça repose là-dessus. Ça a pratiquement tout de suite reposé sur qu'est-ce qu'on va inventer comme femme, qu'est-ce qu'on va inventer comme homme, et comment est-ce qu'on va séparer les deux, en leur expliquant qu'ils peuvent pas lutter ensemble. Ils peuvent lutter que l'un contre l'autre, et ils seront jamais... Parce que c'est vraiment... Tu vois, ce truc du test Bechdel... Donc je rappelle, on en a parfois parlé dans l'émission, mais le test de Bechdel, c'est très simple, c'est 3 questions en sortant d'un film. Est-ce qu'il y a 2 personnages féminins qui ont un prénom et un nom ? Et est-ce qu'elles parlent ensemble ? Et est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme ? Bon, le 3e point... C'est pratiquement toujours non. Elle parle jamais d'autre chose que d'un homme. C'est super rare. Non, ça arrive petit à petit. On a des scènes où des femmes parlent d'autre chose que... Mais sinon, si tu prends même les séries, même... Je l'avais fait Game of Thrones, par exemple. Il y a quelques épisodes qui passent le test Bechdel. Il y en a très peu. Sur quand même 7 saisons, 8 saisons. Et avec vachement de personnages féminins. Mais des moments où elles parlent... Où 2 personnages féminins sont ensemble et elles font avancer l'action sans être en train de parler de leur fils, leur mari, qu'est-ce qu'elles vont faire par rapport à un homme, c'est super rare. Et ça, tu te dis, si ce test-là, il se passe pas, c'est qu'il y a quand même vraiment un problème dans cette industrie, un problème profond, parce que c'est le b.a.-ba, non, de pouvoir faire inventer ces histoires toute seule. Comment est-ce qu'on peut continuer à être hétérosexuel et être féministe, en fait ? Ça commence à devenir pénible. C'est compliqué à concilier, réellement, c'est compliqué à concilier. C'est déjà compliqué d'être féministe et travailler, parce que tu es tout le temps en train de faire des concessions que tu n'as pas à faire. C'est compliqué d'être féministe et sortir de chez toi, alors en plus féministe et vivre avec un mec, c'est compliqué, c'est vrai. Après, évidemment, j'exagère, parce qu'il y a des mecs qui sont... Il y a des couples particuliers, des couples ça va bien. C'est rare. En général, ça ne nous convient absolument pas, cette histoire d'hétérosexualité. Mais je suis même pas sûr non plus que ça convienne très bien aux hommes, qui ont l'air de préférer être ensemble aussi quand même. Enfin, je veux dire, pareil, si tu lèves l'opprobre sur... s'il y a une opprobre aussi forte sur PD, c'est qu'il y a quand même un désir très très profond d'être PD, parce qu'évidemment, c'est vrai que c'est plus facile. Mais je pense que si on libère, pour le coup, parce que quand même les fictions dans lesquelles on vit sont des formes de propagande super fortes, et si on les libère et qu'il y a beaucoup de personnages féminins qui entrent, je pense que réellement, il y a quand même une génération qui va nous surprendre. Dans ces qui choix. va être moins dans l'hétérosexualité obligatoire. Évidemment, il y aura des histoires avec plein de gens différents, parce que dans une vie, tu rencontres plein de gens différents, et des fois, c'est un mec. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est un mec, voilà. Mais normalement, je pense que cette logique, elle tombera. Parce que c'est très compliqué d'être une fille avec un mec. On se demande comment est-ce que, même sortir de l'hétérosexualité, est-ce qu'il y a moyen d'être avec des mecs, de coucher avec des mecs, d'être en relation avec eux, amoureuse, etc. Mais de ne pas être dans un rapport de force hétérosexuel, en fait. C'est la question de sortir de l'hétérosexualité politique. C'est-à-dire,
de pas assumer l'essentiel du travail domestique à la maison, de pas assumer l'essentiel du travail gratuit, quoi, de l'exploitation domestique, de l'élevage des enfants et de tout ça. Et moi, je me demande si c'est possible, quoi, de vivre ça autrement, de vivre d'autres types de relations. Non, puis au-delà de ça, de pas être mal à l'aise si tu as beaucoup plus de pouvoir que ton mec, de pas être mal à l'aise si tu gagnes beaucoup plus d'argent de ton mec, de pas être mal à l'aise si tu attires beaucoup plus l'attention. C'est qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles c'est de pas être mal à l'aise si tu as l'impression d'avoir plus de talent dans ce que tu fais que ton mec, ou plusieurs connaissances. C'est que ça pose beaucoup de problèmes. De pas être mal à l'aise parce que toi tu vieillis et que ton mec vieillit aussi, mais que lui c'est pas grave, toi c'est rédhibitoire. Enfin, il y a quand même plein de choses qui se cumulent qui font que, parce que quand tu es dans une chambre à coucher, tu as la chambre à coucher, mais le monde entier quand même rentre dans ta chambre à coucher, notamment dans un rapport hétérosexuel. Et donc c'est compliqué d'être avec un mec effectivement sans voir que lui a un avantage de départ sur toi, toutes sortes d'avantages de départ sur toi, et donc c'est vachement d'énergie perdue à essayer de déjouer ce truc. Et je pense pour eux aussi, ça doit pas être condition de bonne composition, ça doit pas être. Moi, je suis persuadée que tout le monde y a intérêt en fait à déjouer ça. Et moi, je pense aussi. De toute façon, on a vraiment intérêt à changer les choses comme on les fait totalement. Voilà, c'était quelques extraits de ces entretiens que vous pouvez retrouver donc dès jeudi prochain dans le flux des couilles sur la table sur toutes les plateformes de podcast. Donc ce seront 4 épisodes d'un entretien, vous allez deviner, avec Virginie Despentes. Donc évidemment, je tremblais pendant cet entretien puisque je pense que si je suis devenue féministe, c'est en lisant Virginie Despentes quand j'avais 16 ans, que j'ai relu King Kong Theory, que j'ai relu ses romans encore cet été et que je suis chaque fois estomaquée par la force, la justesse et la pertinence de ce qu'elle raconte. Donc j'espère que ça vous fera le même effet en écoutant ces épisodes. Que vous dire d'autre ? Voilà, ce sera chaque jeudi. Puis après, on reprend les couilles sur la table normalement. Je vous redis aussi que vous pouvez précommander le livre des couilles sur la table sur Ulule, qui va sortir le 30 octobre. Donc oui, vous pourrez mettre les couilles sur la table sous le sapin, comme le dit le yogi autodidacte. Et qui dit aussi que j'espère que le livre sera bon et juste, j'espère aussi. Et enfin, je vous rappelle qu'on part en tournée avec l'équipe de Binge Audio pour faire un spectacle qui s'appelle Binge en scène, qu'on va passer déjà à Toulouse et à Marseille et qu'on sera à Paris le 18 octobre. Les places sont à prendre sur le site du Palais des Glaces. Voilà. Dans quelques minutes, vous allez retrouver Sophie-Marie Laroui pour un épisode de À bientôt de te revoir avec Cyprien. En attendant qu'elle arrive et qu'elle s'installe, on écoute une chanson, c'est Echo Roosevelt et j'ai dansé dessus tout l'été.